Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Michel, où est-ce que vous étiez, vous, le 13 novembre? J'étais à Cayenne. À Cayenne? Pas encore au bagne, mais en train de faire une conférence dans la mairie. D'accord. Et comment vous avez appris C'est Dorothée qui était avec moi et qui m'a apporté l'info directement sur son portable entre la fin de ma conférence et le début des questions. Donc j'ai pris la salle à partie, on m'a dit plus de 500 personnes, et donc j'ai dit voilà ce qui se passe actuellement en France en temps réel, quoi. Quand je suis rentré à mon hôtel, évidemment, j'avais des sollicitations. Oui. Diverses et multiples. Puis le Point qui me demandait aussi un papier en urgence, j'ai fait ce papier dans la foulée. Un papier qui a provoqué des réactions extrêmement violentes. En gros, il y a quelques semaines, on vous accusait d'être islamophobe. Maintenant, on vous accuse d'être complice de l'État islamique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Et puis entre deux, on a aussi dit que j'étais... idiot utile du Front National, voilà, il y a tout. Ouais, je pense que M. Geoffrin a des problèmes avec moi. Et que quand même, depuis des années, c'est-à-dire depuis très précisément le livre que j'ai fait sur Freud, j'ai droit à toutes les insultes de la part de tout le monde, et dès que je fais quelque chose, j'y ai droit. Donc j'ai été traité d'antisémite, après ça j'étais pédophile refoulé, après ça... Enfin j'ai eu droit à tout dans ce journal. Donc dès que je fais quelque Libération chose... a un problème. Voilà. Mais sur ce papier du Point, ce qui a choqué, c'est l'impression qu'ont eu certains, que vous expliqueriez en gros qu'on l'avait bien cherché. C'est ça qui a été interprété. Oui, c'est une interprétation délirante ou il y a un peu de ça? Non, il n'y a pas du tout de ça. Pas du tout de ça. D'abord, je ne suis pas dans la moraline. Ouais. Nietzsche nous disait qu'il y avait cette espèce de substance un peu toxique qui était le contraire de la morale et qui était la moraline. Donc la moraline, c'est le bien, le mal, et on estime que le bien, c'était la compassion, tout de suite. C'est-à-dire, il aurait fallu que j'allume des bougies, que j'écrive un poème, que je dépose des fleurs, ou que je fasse un selfie effondré devant les lieux en expliquant que... etc. Je ne suis pas contre la compassion, mais l'affichage de la compassion, c'est pas de la compassion, c'est de l'affichage de soi-même. Chacun son métier, je ne suis pas contre le fait que les gens se répandent et se servent de ce genre d'événements pour pleurer, à chaudes larmes, ça c'est de l'affaire personnelle. Moi je fais de l'analyse. C'est vrai, mais est-ce que l'analyse n'est pas mieux comprise si on commence par dire, bon, on est tous d'accord, tout ce qui est arrivé est c'est du bon sens. C'est du bon sens d'imaginer que le philosophe que je suis, avec ce que je fais, ce que j'écris depuis des années, c'est du bon sens que d'imaginer que le terrorisme est une catastrophe, que les victimes c'est une catastrophe, etc. Je vais pas passer mon temps à dire des banalités. Ça me paraît être une banalité que de dire que on préfère la paix que la guerre. Enfin, encore que, ces temps-ci, c'est pas le cas. Mais on préfère que les gens puissent boire tranquillement leur café plutôt que de se faire buter dans la rue, etc. Ça me paraît évident d'éviter d'enfiler les perles et d'enfiler des perles compassionnelles. Donc, je dis, voilà, nous récoltons nationalement ce que nous avons semé internationalement. Je comprends que c'est trop compliqué pour beaucoup de gens. Parce que ça suppose une culture qui n'existe pas. Et qu'on dit, mais de lui, on attend qu'il soit dans la compassion. Et il n'est pas dans la compassion. Mais quand vous dites, on récolte ce qu'on a semé internationalement, je peux vous suivre, on analyse la politique internationale et on voit qu'il y a eu une déstabilisation du Moyen-Orient, on comprend tout ça. Mais vous ne dites pas seulement ça. Vous dites, nous avons mené une politique islamophobe. Et là, ça me... je ne comprends pas l'usage de ce terme. Alors ça, pour notre politique internationale. La politique internationale, c'est pas compliqué. Moi, j'ai été de gauche et je le suis resté. Simplement, comme la gauche a cessé d'être de gauche, on estime que je suis devenu de droite. Mais je défends la même chose, moi, qu'en 1980, quand j'ai voté pour Mitterrand. Mitterrand, en 1983, il cesse d'être de gauche, tournant libéral, les gens, etc. D'un point de vue international, il cesse d'être de gauche, parce qu'il y a aussi une deuxième rupture, qui est la première guerre du Golfe. Bien sûr. Mitterrand choisit, à cette époque-là, d'en finir avec la tradition pacifiste de la gauche, et il choisit une guerre qui est une mauvaise guerre. Moi, je l'ai dit à cette époque-là, déjà. J'étais d'accord avec Jean-Pierre Chevènement, et je le suis toujours. C'était une mauvaise guerre parce que il n'y avait pas d'armes de destruction massive, il n'y avait pas de menaces terroristes sur l'ensemble de la planète à partir de l'Irak, et on a fabriqué une espèce de monstre, Hitler aidant, puisque tout le monde est Hitler ce temps-ci, et depuis 25 ans. Et moi, je n'ai pas souscrit à ça. C'est visible, j'ai écrit des textes sur ce sujet-là. Et de cette époque jusqu'à aujourd'hui, le Centrafrique, le Mali, en passant par l'Afghanistan, en passant par la destruction de la Libye, en passant par le fait qu'on n'a rien fait pour qu'après les printemps arabes, ce ne soient pas les musulmans radicaux qui arrivent pour prendre le pouvoir. Depuis toute cette époque-là, il y a une politique étrangère américaine que suivent les Français. J'ai découvert... Ça, je suis d'accord, mais en quoi est-elle islamophobe? Eh bien, j'ai découvert, il y a 2 jours, un site qui nous dit que cette politique a fait 4 millions de morts. Mais je suis d'accord, mais pas parce qu'ils sont musulmans. Saddam Hussein était un dictateur laïque. Kadhafi était autre chose. C'est un pays musulman. La France n'a pas bombardé de pays qui ne soient pas musulmans. Cherchez, il n'y en a pas eu.
Et pourquoi on est allé bombarder la Serbie. L'OTAN est allé bombarder la Serbie. Vous avez raison. Et c'était pas non plus. C'est pas de l'islamophobie. Si, parce qu'on sait très bien que quand on va bombarder des prétendues cibles, ce ne sont pas des cibles qu'on tue, ce sont des gens. Et quand on voit aujourd'hui à la télévision, vous avez un grand écran, vous avez une image en noir et blanc, vous avez des cadres qui se déplacent, le cadre se fixe et à un moment donné, on voit tout exploser. Oui, je sais, le fantasme de la guerre propre, de la guerre zéro mort. Mais regardez comment ce petit garçon sur la plage a changé la façon de voir des gens, comment une photo peut changer les choses. Comment une photo, cette petite fille brûlée au napalm, a pu changer les choses. Là, on a zéro photo. On a zéro photo. C'est-à-dire qu'on fait 4 millions de morts, il n'y a pas une seule photo de ces 4 millions, de l'un de ces 4 millions. Je suis entièrement d'accord. Ce qui me gêne, en fait, dans le fait de choisir d'appeler ça islamophobe comme politique, c'est qu'en fait, on accepte cette idée qu'il y aurait une Oumma musulmane et qu'en attaquant un pays musulman, on les attaque en tant que musulmans, c'est-à-dire qu'on accepte la rhétorique qui est celle de l'État islamique. Non, c'est celle de Bush. C'est pas celle de l'État islamique, c'est celle de George Bush qui nous dit qu'il faut faire une guerre de croisée. C'est lui qui parle de croisade. Oui. C'est lui qui parle de guerre de civilisation. Moi, je défends la thèse d'Huntington. La thèse de Samuel Huntington, c'est l'idée que, donc c'est la fameuse thèse du choc des civilisations, c'est l'idée qu'il y aurait des blocs civilisationnels qui se définissent, et c'est là où ça commence à me déranger, essentiellement par la religion, et que ces blocs rentreraient en conflit, et que la seule façon d'éviter le conflit, c'est que chacun se remette sur son bloc et développe sa propre culture religieuse pour éviter d'aller empiéter sur le bloc des autres. C'est ça, la thèse de Samuel Huntington. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas deux civilisations entre ceux qui veulent s'amuser au Stade de France, entre ceux qui veulent boire un coup et qui veulent boire de l'alcool à une terrasse de café, entre ceux qui vont au Bataclan pour écouter de la musique hard rock, je crois. Je suis pas très doué sur le style de musique. Ça, c'est une civilisation. Et de l'autre côté, des gens qui estiment qu'il ne faut pas boire d'alcool, qu'il ne faut pas s'amuser, que c'est une musique diabolique, etc. Ça s'appelle une civilisation. On sait bien qu'il y a des civilisations, et quand on a dit qu'il y avait des civilisations, on n'a pas dit que certaines sont supérieures à d'autres. Oui, mais le mode de vie judéo-chrétien n'est pas le mode de vie confucéen, qui n'est pas le mode de vie taoïste. Mais la thèse de Samuel Huntington, pardonnez-moi, mais elle oublie une chose, c'est d'abord l'historicité de ces civilisations, le fait que la civilisation arabo-musulmane s'est nourrie de la Grèce antique, le fait que nous-mêmes, en Europe, nous sommes beaucoup plus les héritiers de la Grèce et de Rome que les héritiers du christianisme. Donc tout ça se mêle et se... Il y a une idéologie aussi sur cette idée que la pensée arabe aurait rendu possible la pensée grecque et son arrivée en France, etc. On sait bien que, pour ceux qui veulent savoir, du moins que ça fonctionne pas aussi simplement que ça. Non, mais sans être iréniste. Mais il y a tout de même des penseurs. Et le monde arabo-musulman n'a pas toujours eu cette idée, justement, qu'on ne devait pas boire d'alcool. Ça, c'est une lecture de l'islam qui se développe aujourd'hui. Non, mais il y a une invitation à ne pas boire d'alcool dans le Coran. Ça ne pourrait pas empêcher que... Il y a une invitation contre l'ivresse. Oui, c'est ça. Oui, j'entends bien. C'est pas tout à fait la même chose. Sauf que c'est devenu ça. Et puis après, c'est les traductions. Enfin bon, peu importe. Je veux dire, on était parti sur cette idée de la guerre des civilisations et sur cette idée que, en entrant dans ce conflit aux côtés de George Bush, la France a fait partie de ceux qui acceptaient l'idée qu'il y avait un choc des civilisations. Moi, je parle de civilisation et de leur existence. Je parle pas tant de choc, c'est autre chose. Je parle de civilisation et de blocs de civilisation. Mais je dis que quand on a commencé à mettre le doigt dans cet engrenage, la France est rentrée aux côtés de l'axe dit du bien, avec cette parenthèse de Jacques Chirac et de Villepin, et du discours de Villepin à l'ONU, avec cette parenthèse d'un Jean-Pierre Chevènement qui porte l'honneur de la France en disant à cette époque-là qu'il démissionne pour ne pas faire cette guerre qu'il estime ravageuse. On voit bien aujourd'hui combien il avait raison. Bien sûr. Il avait raison. Et je dis simplement que depuis 25 ans, nous avons cette politique qui n'est pas en faveur de ces pays où il y a des victimes musulmanes qui sont des victimes innocentes, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des gens qui sont là simplement parce qu'ils sont nés en Afghanistan, qu'ils sont afghans, des gens qui sont là parce qu'ils sont irakiens et qui en ont rien à faire de la politique ou de ce genre de choses. Et ce sont des gens qui meurent. 4 millions meurent depuis 25 ans. Je dis juste que si on considère de manière médiatique que le terrorisme, ça se pense pas, ça s'aborde sur le terrain purement émotionnel et compassionnel, c'est une chose, les journalistes font leur boulot. Un philosophe ne peut pas se contenter du compassionnel. Il faut dire, ça vient d'où? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Ça, on est entièrement d'accord. Mais en même temps, cette semaine, vous êtes utilisé dans des vidéos de l'État islamique qui utilisent vos propos. Est-ce que c'est pas justement parce que vous avez voulu donner votre version et qu'elle est
forcément un peu courte, un peu rapide. Cette vidéo de Daesh dit très précisément que je suis le plus grand mécréant du monde ou quelque chose comme ça, tout de même. Oui, mais nous en sommes tous là, des grands mécréants. Non, parce que apparemment dans le classement, je suis bien placé. Donc ça veut dire que je suis une victime désignée. Ça, personne ne le voit, c'est pas un problème. La stratégie et la rhétorique consiste à dire, regardez, chez un type, même chez un type comme ça, il y a cette idée que les bombardements ne sont pas la réponse au problème. Donc je fais savoir effectivement que cette guerre que nous menons depuis 25 ans n'est pas la bonne, qu'il ne faut pas mener cette guerre et que continuer à bombarder ne fera jamais qu'exciter des terroristes, que ça ne calmera pas et que nous pourrions envisager une diplomatie qui nous permettrait, en nous appuyant sur des pays arabes qui sont des pays complices, on le sait bien, de l'Arabie Saoudite au Qatar en passant par les Émirats et la Turquie aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair. Des gens avec lesquels d'ailleurs on commerce, on n'a pas de problème pour commercer avec eux en temps normal. Hein. Ça, et là, on en discute dans un débat ce soir. Et on n'aurait pas de problème, on aurait des problèmes là pour faire de la diplomatie cette fois-ci avec ces gens-là. C'est-à-dire que si on bombarde, qu'est-ce qu'on fait? Tous ces soldats qui sont dans les banlieues, tous ces jeunes gamins qui sont prêts à mourir et qui sont là en train d'attendre l'ordre. C'est ça ce qui se passe. Une espèce de civilisation sans père, sans autorité, sans ordre, alors, etc. On va y venir. Oui, mais je pense que si on négocie avec le calife Ibrahim, parce que c'est lui qui peut leur dire vous calmez, et qui calmerait. Vous croyez vraiment qu'il faut aller négocier avec le calife Ibrahim? Je pense qu'on ne peut pas négocier. Alors ça veut dire que plus rien n'est possible et qu'il ne faut jamais que de la violence généralisée. Mais je dis juste que on doit pouvoir... Est-ce qu'il y a un degré où il ne faut pas se dire qu'on ne peut plus négocier? Parce que nous ayons mené une politique absolument dramatique, oui, mais nous en sommes à un stade où justement, vous le disiez, nous avons dans nos banlieues des gens qui sont dans cette situation, qui sont radicalisés. Pourquoi? Parce que cet islam politique, il n'est pas seulement là-bas. C'est un islam politique qui, depuis 30 ans, s'infiltre dans nos banlieues. C'est une autre donnée du problème. Oui. Alors je dis juste une minute, monsieur le bourreau, en disant, avant d'envoyer les avions et bombarder des populations civiles et probablement des terroristes, ça c'est certain, avant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer quelque chose qui serait justement de changer de pied diplomatique? On l'a bien fait. Il y a 3 semaines, Poutine était un salaud, une ordure, Bachar el-Assad aussi. Aujourd'hui, ce sont nos amis. Ah oui, ça c'est sûr qu'on sait. Voilà. Il y a un mois, à chanter la Marseillaise, c'était fasciste. Aujourd'hui, ne pas la chanter, c'est fasciste. Donc, il y a un moment donné, on se dit, tant qu'à sauter d'un pied l'autre comme ça, pourquoi n'essayerions-nous pas la paix? Vous pensez que aujourd'hui, les jeunes gens qui sont dans nos banlieues veulent la paix? Parce que, pardonnez-moi, je n'aime pas les comparaisons historiques, mais la paix, le discours de paix en 1939, il ne servait à rien. Donc, qui veut la paix et qui veut la guerre? Alors, pour vouloir la paix, il faut préparer la guerre. Oui. Hein, on le sait. Donc, on peut très bien imaginer que la politique française pourrait être de diplomatie, d'intelligence, de discussion avec les chancelleries, de mise en place d'une stratégie. On voit ensuite si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, alors la guerre. Bien sûr. Mais quand on aura envoyé le porte-avions de Charles de Gaulle au large et qu'on aura envoyé nos avions, qu'est-ce que ça aura produit comme type d'effet sur les banlieues? Est-ce qu'on peut imaginer que ceux qui sont prêts à mourir aujourd'hui, ils vont arrêter? Mais comment on en est arrivé là dans les banlieues? Vous parlez du deuxième front qui est le front intérieur. Oui. Il me semble que c'est en soi un problème. C'est la question de savoir ce que nous avons à proposer. Comment on a accepté le multiculturalisme, comment on a accepté que des gens nourrissent une autre culture. Bien sûr, vous avez raison, ça fait 15 ans et vous le savez bien que quiconque dit que le réel a lieu passe pour un suppôt de Marine Le Pen. Si vous dites islam, immédiatement vous êtes islamophobe. Vous dites juste, j'ai encore rien dit. Si vous dites identité nationale, vous êtes vichiste et vous êtes pétiniste. Vous dites, mais j'ai encore rien dit. Si vous dites l'école républicaine, on vous dit etc., etc. Tout de suite, il y a une interdiction de penser. Il y a une invitation à obéir au discours officiel du genre, effectivement, le cosmopolitisme, le bonheur de l'humanité, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est un discours dont ceux qui le tiennent depuis 25 ans pourraient avoir la modestie de nous dire qu'il n'a pas marché. Vous voulez dire que, en gros, c'est parce que le réel est en train d'apporter un démenti qu'il y a cette virulence, notamment contre vous, mais contre beaucoup d'autres. En ce moment, c'est vous. Pourquoi en ce moment, c'est vous ? Oh, il y a sûrement des explications personnelles. Je pense que M. Geoffrin a des problèmes personnels. Nature quasi... C'est pas aussi dans votre façon d'exprimer les choses qui est particulièrement abrupte? Non, c'est dans ma... je dis les choses telles qu'elles sont. Et non, je crois que c'est un trajet sociologique à la Bourdieu, je dirais. Moi, je suis ni agrégé, ni normalien, ni parisien. Je suis pas un héritier, je suis pas un copain, je suis pas dans les tribus parisiennes dans lesquelles il faut se trouver. Je refuse les pouvoirs officiels et institutionnels. Ces gens-là ont tout fait pour avoir tout ça. Ils dominent, ils ont des positions dominantes depuis le dernier quart de siècle. Surtout la culture, la pensée, les idées, etc. Aujourd'hui,
le monde qui advient est un monde qui advient en fonction de leurs catégories, de leurs critères. Ils ont voulu l'Europe, ils ont eu l'Europe. Ils ont voulu l'euro, ils ont eu l'euro. Ils ont voulu la destruction de la République, ils ont eu la destruction de la République. Et puis on se dit, vous l'avez vu, ça marche pas. Ça a produit de la misère, du chômage, de la pauvreté, ça produit aujourd'hui du terrorisme. Qui est responsable? Eh bien celui qui dit que c'est une cause qu'il faut aller chercher du côté de la proposition politique de ces gens-là. Est-ce qu'on ne se plante pas complètement justement sur ces critères de gauche et de droite et que c'est à force de vouloir absolument faire rentrer des gens dans des cases qu'on se retrouve avec des aberrations qui font qu'aujourd'hui, certains même à droite vous trouvent fort sympathique alors qu'avant vous étiez le diable pour eux? Oui, mais parce que moi je persiste à penser que droite et gauche, ça signifie pas la même chose. Je persiste à penser que, historiquement, j'en ai parlé dans Politique du rebelle, je parle d'une mystique de gauche à l'époque. Et c'est quoi la mystique de gauche? C'est de se sentir viscéralement du côté du peuple, des opprimés, des sans-grades, des sans-voix. Et dans l'histoire, je regarde... Ce fameux peuple old school qu'on vous a reproché. Absolument. Et ce peuple-là, c'était la gauche qui traditionnellement le défendait. Donc moi, je suis fidèle à cette mystique de gauche. Et j'estime simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il faudrait détruire l'école parce que c'est pas l'école républicaine qui permettait à des enfants comme moi, fils d'ouvriers agricoles et de femmes de ménage, de s'en sortir. Aujourd'hui, ça n'est plus possible pour un fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. C'est pire que tout. Nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE et elle ne l'était pas avant. Voilà. Donc je défends cette école. Je passe pour un fasciste, mais je le fais depuis le début. Je fais depuis le début cette défense de l'école. Je fais depuis le début l'éloge de l'éducation populaire. J'ai créé une université populaire pour lutter contre les idées du Front National en 2002. Il y a une perception de votre parole qui est problématique en ce moment, et peut-être que ça vient de Twitter, de la façon dont vous intervenez sur les chaînes d'information. Vous êtes un philosophe. Moi, votre dernier livre, Cosmos, est pour moi un livre absolument immense. Je le dis très franchement, c'est un livre de réflexion sur notre rapport à la nature, sur l'urbanisation qui détruit l'humanité. C'est un livre magistral. Pourquoi y a-t-il cette différence de perception entre ce travail-là et cette parole qui peut-être se perd dans le flux de l'actualité, qui vous oblige à raccourcir la pensée? Est-ce que c'est le rôle d'un philosophe? Ça dépend des philosophes. Il y a des gens qui interviennent tout le temps, il y a des gens qui interviennent jamais. Moi, j'interviens probablement trop. C'est une souffrance, du coup? Non, mais c'est une fatigue. C'est pas une souffrance, non. Je sais ce que je pense, je sais ce que je dis, j'ai pas failli, donc ça va. Il y a des gens que j'aime qui sont mes points de repère et que j'interroge pour savoir si je déraille ou pas. Et puis c'est ça qui m'importe. Donc non, il y a juste un moment donné où j'ai créé ce compte Twitter, pas par désir d'être moderne ou branché, mais simplement parce que je m'en prends plein la figure dans la presse. Mais du coup, vous vous en prenez plein la figure sur Twitter, avec une violence absolument... C'est la lettre anonyme qui est devenue institution, Twitter. Les gens se cachent, n'ont pas de nom, et on peut insulter, etc. Et puis après, vous avez des moments où le Premier ministre qui estime que je suis devenu un type d'extrême droite, effectivement, je reprends son propos, je mets 2 points, crétin, point d'exclamation, et ça devient Michel Onfray a traité le Premier ministre de crétin. Ce que j'ai pas fait. J'ai répondu à son insulte par un commentaire. Vous savez d'où ça vous vient, ce côté combattant? Cette façon de redresser les torts, cette façon de... J'ai subi l'injustice quand j'étais petit garçon et je n'ai jamais supporté l'injustice. Voilà, donc c'est très simple, je n'ai pas raconté toute ma vie privée ou dans l'intimité, mais au moins dans des endroits institutionnels, des orphelinats. Quand vous étiez à l'orphelinat, oui, c'est ça, mais pas seulement. Moi, j'acceptais d'être puni si j'avais vraiment commis une erreur, si j'avais fait une bêtise. Mais quand on est puni et qu'on n'a rien fait, alors il y a un moment donné, on se dit non, c'est pas possible. Eh bien moi, je l'ai vécu viscéralement dans ma chair et je suis ainsi fait que j'estime que si effectivement Camus a été impeccable pendant la deuxième guerre mondiale et que Sartre ne l'a pas été, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Et que quand on nous dit que Camus est un philosophe pour classe terminale alors que Sartre est un grand philosophe pendant qu'il écrivait dans les journaux collabos, pendant que Simone de Beauvoir travaillait à Radio Paris, je restitue une vérité qu'il faudrait instituer, qu'il aurait fallu instituer. Donc si le philosophe ne fait pas une déconstruction des mythes, une démythologisation, qu'est-ce qu'il fait comme travail, le philosophe alors? Vous êtes toujours le petit garçon qui a le sentiment d'injustice, parce que vous revenez très très souvent à ce petit garçon. Bien sûr, mais la plupart du temps, les adultes ont tué l'enfant qui était en eux. La plupart du temps, ils ont trahi. Tout le monde, quand on avait 14 ans, 15 ans, tout le monde s'est promis de faire ceci, de faire cela, etc. Moi, je me suis fait quelques promesses
que j'essaie de tenir, oui, parce que comme je disais, le père ouvrier agricole, la mère femme de ménage, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de livre à la maison, on crève la faim parce que on n'a pas les moyens, évidemment, de sortir, etc. On se tait, on se fait tutoyer par des gens qu'on vous voit, des patrons qui nous méprisent, qui viennent vous chercher le dimanche en disant tu vas bosser, et puis qui ne paient pas, etc. Donc le sentiment de l'injustice, c'est quelque chose que j'ai ressenti à cette époque-là et qui ne m'a jamais quitté. Donc simplement aujourd'hui, je suis plus le fils de Gaston, mon père, qui se faisait humilier. Je suis quelqu'un qui peut dire de temps en temps, eh bien, je suis pas d'accord, ça se fait pas, ça, on fait pas ça, on se comporte pas comme ça. Alors après, ça se passe comme ça sur tous les sujets, puis ça produit les effets que ça produit, et ça m'est absolument égal. Vous avez une pierre de soleil dans votre poche, toujours? Non, dans la tête. Parce que c'est une allusion à ce conte philosophique que vous avez écrit, où vous revenez encore à ce petit garçon avec son père ouvrier agricole. Pourquoi avoir écrit un conte philosophique? Pourquoi avoir écrit une histoire poétique avec les dessins de Mylène Farmer qui sont venus, qui sont d'ailleurs très jolis, qui viennent illustrer ça? Pourquoi utiliser ces mots-là? Parce que j'ai fait un texte qui s'appelle La constellation de la baleine, qui a été publié aux éditions Galilée, qui ne m'a valu aucun papier. Et quand j'ai fait ce texte, je suis allé avec un ami compositeur, Pierre Tilloy, qui lui a fait une œuvre sur la constellation de la baleine. Et je lui ai dit, je voudrais offrir un truc à ton fils. On a regardé. Puis j'ai dit, tu sais, on devrait écrire une version pour ton fils. Et il me dit, ah mais fais-le, moi j'adorerais, on pourrait faire quelque chose, Jean-Pierre et le loup. Et donc j'ai fait ce texte, un conte, c'est-à-dire le même texte, mais pas l'espèce de grand truc lyrique poétique que j'avais fait, mais un conte pour enfants. Et il faut s'adapter à ce que sont les enfants. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, mais je l'écris pour quel âge? Je sais pas, moi, j'ai pas eu d'enfants, je sais pas à quoi ressemble. J'ai eu des enfants de copains, quoi. Donc on mais c'était un choix de ne pas avoir d'enfants. Oui, bien sûr. Oui, et je regrette pas. Pourquoi? Parce que je crois que on ne peut pas envoyer dans le monde des enfants à qui on enseignerait à être un Romain, ce qui, moi, est mon idéal. Oui. Et puis de l'autre côté, lui dire, tu vas pas composer dans la vie. Moi qui compose pas dans la vie est pas facile. On s'en prend plein la figure. Si vous composez, si vous louvoyez, si vous êtes un peu hypocrite, un peu démago, tout se passe très bien. Vous savez très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui pour bricoler, magouiller, etc. Si vous dites non, on bricole pas, on magouille pas, il y a un idéal, c'est comme ça, c'est ainsi. Prends des coups, et puis parfois, les gens nous disent bravo, merci, mais c'est ainsi qu'il faut faire. Moi, je me vois mal enseigner à un enfant une schizophrénie qui consisterait à lui dire « tu dois dire la vérité », mais en même temps le voir revenir de l'école en disant « j'ai dit à la maîtresse un truc désagréable mais vrai », et moi lui dire « bah oui mais faut pas le dire », donc commencer à lui apprendre la vérité mais lui apprendre aussi le mensonge. Un peu comme chez Orwell, c'est-à-dire tu ne tueras pas sauf de temps en temps, tu ne mentiras pas sauf de temps en temps. Je n'aurais pas su faire ce travail-là, d'une part, puis d'autre part, je dirais être un fils ou fille de Michel Onfray, c'est insupportable. Soit il me ressemble, c'est pas idéal, et soit il me ressemble pas, c'est pas idéal non plus. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé des Romains parce qu'on en parle de moins en moins. Ça c'est sûr. Au revoir Michel. Merci.